Je demande la date du mariage. Ma belle-fille me glace, c'était hier, en secret. Quand la phrase est sortie de son téléphone comme un glaçon, tout s'est arrêté dans ma poitrine. Je tenais le combiné à deux mains, comme si j'allais le briser. C'était la voix de Léna, le sourire audible dans son « c'était hier ». 3 mots qui ont démantelé 3 ans de certitude. Je ferme les yeux et je revois le geste. La robe rose que j'avais achetée et accrochée depuis des mois dans l'armoire, comme une attente en tissu. Le canapé neuf dont j'avais réglé les 3/4 des mensualités. Les virements automatiques, fidèles comme des battements de cœur, qui partaient chaque mois sans que je pose de questions. Les images se superposent et pour la première fois, elles ne racontent plus l'histoire de la grand-mère aimante, mais celle d'une porte qui s'est refermée derrière moi. Ils avaient fait un mariage et ne m'avaient pas dit. On n'a invité que des gens spéciaux, avait-elle ajouté, comme si j'étais devenue le modèle même d'une personne exclue par décorum. Spécial. Le mot m'a frappé comme une raillerie polie. J'avais tout donné, pas seulement de l'argent. J'avais donné des nuits blanches, des conseils mal demandés, des rendez-vous médicaux couverts, des colis, des petits cadeaux de bienvenue dans leur appartement. J'avais prêté ma confiance. Je suis restée silencieuse au téléphone jusqu'à ce que la voix de Léna se retire. Son silence me semblait peser plus que ses mots. Je me suis levée, j'ai quitté la cuisine en laissant le combiné sur la table. La pièce avait l'air plus grande et plus vide. J'ai regardé la robe rose, accrochée comme un souvenir ridicule. Je l'ai attrapée du cintre, l'ai serrée contre moi, puis je l'ai reposée. La couture au niveau de la taille me rappelait les efforts de plusieurs week-ends pour la trouver. Tout cela s'est effrité en une seule phrase. Je me souviens d'une autre conversation, au début. Max, mon fils, me regardait et sa main cherchait la mienne sur la table. Je lui avais dit que si jamais ils avaient besoin d'aide, je serais là. Il m'avait répondu que j'étais sa mère, que j'étais une famille. À l'époque, je n'avais pas mesuré l'échelle de ce que j'avais commencé. Je pensais aider, soutenir, investir dans l'avenir d'un couple que j'aimais. Il y avait eu des factures payées, des acomptes versés pour un déménagement, des cadeaux pour la pendaison de crémaillère, des petits prêts qui n'étaient pas toujours rendus. C'était devenu une mécanique, presque invisible. Quelques clics, un virement automatique programmé, et la somme partait. Je suis allée me coucher cette nuit-là en l'entendant rire dans mon sommeil comme avant, mais quelque chose avait changé. Ce n'était pas seulement la colère, c'était une honte sourde. Comment avais-je pu me laisser invisibiliser ainsi? Comment avais-je transformé mon élan en une couverture pour qu'on se cache derrière moi? Je n'étais pas seulement blessée, j'étais éveillée pour la première fois à la mesure réelle de ce que j'avais donné. Le matin suivant, je n'ai pas pris mon petit déjeuner. J'ai allumé la lampe du salon, j'ai étalé sur la table tous les relevés que je gardais par habitude, ces feuilles que j'aimais revoir de temps en temps comme on feuillette un album. J'ai pris un feutre et j'ai commencé à souligner. Les chiffres semblent impassibles sur le papier, mais ils m'ont regardé en retour. Moins d'1 mois, 2 mois, puis des années de contributions régulières. Les montants s'additionnaient. À un moment, j'ai regardé le total en dessous de mes doigts et je l'ai relu 3 fois. 33 400 $. La somme était haute, mais la blessure n'était pas seulement dans ce nombre, elle était dans la répétition. Comment tolérer un don qui n'était jamais reconnu autrement que par le fait qu'il existait? J'ai relu d'anciens messages, des photos où je posais avec eux, un dîner chez moi ou chez eux où tout souriait. J'avais plaisir à être partie de ces images. Maintenant, ces mêmes images étaient comme des évidences qui me montraient que j'avais été à la fois le décor et le banquier. L'injustice n'était pas seulement financière, c'était la manière dont on avait choisi de m'effacer de la fête la plus intime. Je ne suis pas du genre à dramatiser les choses outre mesure, mais il y a des actes qui nous déterminent, qui nous font comprendre la nature réelle d'une relation. Organiser un mariage et ne pas prévenir sa propre belle-mère est un choix. La faire sentir non spéciale est un geste qui dit beaucoup plus que des mots. J'ai senti que je devais répondre, pas avec cris, pas avec représailles, mais en protégeant ce qui m'appartient. Ma vie, ma dignité, mes ressources. La première chose que j'ai faite a été la plus simple et la plus directe. J'ai appelé ma banque. J'ai demandé à parler au conseiller en personne, son nom était Monsieur Klein. Un homme calme avec une voix qui connaît les soubresauts des comptes. J'ai pris mon carnet, j'ai demandé les virements programmés et j'ai demandé comment les annuler. Il ne m'a pas poussé, il m'a écouté. Par moments, je sentais la colère me gonfler la gorge, prête à sortir. Mais j'ai gardé la voix basse, ferme. « Monsieur Klein, j'aimerais interrompre ces paiements. Je veux revoir tout ce qui sort de mon compte. » Il a posé des questions, a pris des notes.
Il a demandé pourquoi. Je n'ai pas raconté toute l'histoire en détail, mais j'ai dit assez pour qu'il comprenne qu'il ne s'agissait pas d'un caprice. Ce geste, si simple apparemment, m'a donné une première sensation de retour au bord. Annuler les virements automatiques, c'était fermer un robinet invisible qui me vidait depuis longtemps. C'était reprendre la notion même de consentement. Jusqu'ici, j'avais laissé des sommes partir sans y penser. Maintenant, chaque euro, chaque dollar devait être examiné. J'ai demandé qu'on m'envoie un relevé complet des dernières années. Monsieur Clam m'a prévenu qu'il faudrait quelques jours pour regrouper tout, mais il a promis sa coopération. Je l'ai senti comme une encre. La découverte du total m'a durci, certes, mais paradoxalement, elle m'a aussi éclairée. Tout d'un coup, les gestes de tendresse que l'on m'avait vendus comme réciproques apparaissaient comme des obligations non formulées. Quelque chose de mon autonomie avait été mis au rabais. Si l'amour devait se mesurer, je voulais désormais qu'on le mesure autrement que par des transferts invisibles. Après l'appel, j'ai retiré la carte de crédit de la pochette où je la rangeais avec soin. J'ai changé quelques mots de passe. Ce sont des gestes presque enfantins, mais pour moi c'était un mythe qui tombait, celui de la facilité. Je n'avais pas réalisé que la facilité pouvait devenir une béquille pour l'égoïsme des autres. Et puis il y a eu la visite. Ils sont arrivés sans prévenir, 3 jours après l'appel à la banque. J'avais un sentiment étrange, mi-anticipation, mi-crainte. Ce matin-là, le ciel était bas et la pluie avait laissé des gouttes sur la fenêtre comme des larmes muettes. On a frappé à la porte. Max, Lena et un homme que je ne connaissais pas. Il portait une veste sombre, des lunettes et tenait une mallette qui claquait un peu quand il la posait par terre. Les visages étaient calmes, l'air professionnel. L'homme a dit qu'il était venu pour parler de choses pratiques, que c'était mieux ainsi. Je les ai fait entrer. Je les ai invités à s'asseoir. Ma voix ne tremblait ni ne s'effondrait. J'avais choisi d'être maître de la scène. Ils ont commencé par des banalités, le temps de jauger, de prendre la température. Mais très vite, le ton a changé. Les phrases se sont faites plus rapides, plus pressées. On m'a parlé de procuration, de documents à signer pour simplifier les démarches, de se donner l'accès au compte pour s'assurer que tout est bien géré. Je sentais que la pièce rapetissait à mesure que les mots s'empilaient. Le costume de l'homme sombre me paraissait plus une armure qu'une aide. Je n'ai pas dit oui, j'ai écouté. Ils avaient préparé des dossiers, des copies de relevés, des dates, des rendez-vous fictifs. Ils savaient ce ton qui veut imposer l'évidence. Mon fils cherchait à me sourire d'un air désarmant, comme si le mensonge pouvait tenir lieu d'affection. Lena avait un carnet dans lequel elle griffonnait, comme pour m'ôter le souffle. L'homme à la mallette parlait de sécuriser mes biens et de me protéger d'erreurs. Ces mots étaient doux, mais je sentais la froideur sous la soie. À un moment, il a mentionné la possibilité d'une révision de capacité, un mot que j'ai deviné sans qu'on me l'explique. Il a suggéré, très posément, qu'il pourrait être plus simple d'avoir tout en place pour mon bien. Leurs phrases étaient ciselées pour enrober une mainmise. Il dessinait avec des mots un espace où je serais à la fois protégée et surveillée. J'ai senti l'étau se refermer. Je m'y attendais presque, mais l'anticipation n'enlève rien à la douleur. J'ai répondu de la manière la plus sèche que je pouvais rassembler, sans crier, sans humilier. Je ne signerai rien aujourd'hui. J'ai posé mes doigts sur la table et j'ai senti la texture du bois, comme une preuve de réalité. J'ai besoin de temps. Je veux consulter mes documents, parler à mon conseiller et prendre le temps de réfléchir. Ma voix était ferme. Ils ont insisté, en minimisant. Mon fils a proposé de m'accompagner au bureau de la banque pour régler tout rapidement. Je l'ai regardé et j'ai su qu'ils ne comprenaient pas encore l'ampleur de mon réveil. Ils sont repartis sans éclat. Max m'a embrassé sur la joue et Lena m'a fait un sourire contrôlé, comme si elle n'avait aucune conscience du cri qui avait fondu dans mes entrailles. Après leur départ, j'ai trouvé une lettre glissée sous la porte avec des photocopies de documents et un mot poli. « Nous voulons le meilleur pour toi ». Ce type de politesse a la capacité extraordinaire d'être une arme. À partir de ce jour, je n'ai plus toléré l'ambiguïté. J'ai pris des mesures de protection, pas pour punir, mais pour conserver ce qui est à moi, ma maison, mes comptes, ma liberté de décider. J'ai pris rendez-vous avec un avocat, sans en parler. J'ai jeté un coup d'œil à la serrure de la porte et j'ai noté qu'elle avait des traces d'usure que je n'avais jamais remarquées. J'ai acheté une boîte de sécurité pour les documents importants et les rangé dans un endroit que nul ne connaissait. J'ai laissé des instructions sur un petit carnet pour une amie fidèle, Cynthia, qui passait souvent, et je lui ai demandé de garder une oreille attentive. Arrêter les virements n'a pas mis fin à l'agitation. Au contraire, comme si on venait de couper un filet, ils ont tenté d'en poser un autre. J'ai commencé à recevoir des appels pressés, des visites inopinées de personnes qui se disaient inquiets. L'homme de la mallette a réapparu au téléphone avec un accent plus insistant. J'ai senti la manœuvre se transformer en escalade.
Ils essayaient d'installer des présomptions de faiblesse à la place de la confiance que j'avais autrefois. Ils essayaient de faire de moi un cas, une affaire à régler. Je veux que vous compreniez ceci. Ce n'est pas uniquement la perte d'argent qui est en jeu, ni même l'humiliation d'être laissé de côté. C'est l'image de soi qui est mordue. À chaque fois qu'on me disait que j'étais trop émotive ou un peu confuse, ils me retaillaient. Et petit à petit, l'entourage commence à croire ce que l'on martèle. Je voyais déjà les masques, l'empathie qui sert d'emballage au contrôle, la douceur qui masque la stratégie. Et j'ai décidé de ne pas offrir ce terrain-là à mes enfants. Ce n'était pas simple de transformer la colère en action. J'ai dû appeler des personnes de confiance. La première a été Éléonore, une voisine qui depuis 20 ans connaît mes cafés au lait et mes petites victoires du potager. Elle est arrivée le lendemain matin avec des biscuits et une expression dépourvue de jugement. « Dis-moi tout », a-t-elle dit, et j'ai tout dit. Pas dans l'ordre exact, sans souci pour la fierté, juste la chronologie des petites trahisons, des virements, des oublis, de la phrase glaciale. Elle a pris des notes. Elle m'a dit qu'elle m'aiderait à surveiller, à témoigner. Son soutien n'avait pas besoin d'éclat, il prenait la forme simple d'être présente. Puis j'ai appelé un avocat dont le nom m'avait été recommandé par une amie du club de jardinage, M. Weber. Il se spécialise dans la protection des personnes âgées. Je n'avais pas envie de dramatiser, mais j'avais besoin d'un professionnel qui sache écouter et ne pas me presser. Il m'a rencontrée et m'a dit que je pouvais rassembler des pièces, des relevés, des témoignages, sans m'engager dans des procédures hâtives. Il insista sur l'importance de prouver ma capacité mentale et l'usage volontaire de mes fonds, mais sans me promettre d'aboutir. C'est une nuance que je veux que vous reteniez. Personne ne m'a jamais dit « c'est gagné ». On m'a dit « voici ce que nous pouvons tenter », avec patience, avec méthode. La pièce qui m'a terriblement aidée, c'est la conscience que je n'étais pas seule. Des visages se sont approchés, Cynthia, Éléonore, une amie de la chorale qui m'apporta des extraits de messages et des dates, le pharmacien du coin qui se souvenait d'avoir livré un paquet pour eux, des voisins qui, sans le savoir, avaient été témoins de colis déposés. Chacun apportait un fragment de la vérité, et ces fragments ont commencé à tenir ensemble comme une mosaïque. Pourtant, je savais que cela irait plus loin que des conversations de voisinage. Je sentais qu'ils allaient chercher une solution plus radicale. Quand on retire l'argent d'un proche et qu'on met des verrous aux portes, le geste s'accompagne parfois de représailles. On installe l'idée que l'on est inapte. L'homme à la mallette l'avait suggéré. Et l'idée d'être inapte me donnait froid. Ce mot contient une suggestion de dépossession qui me replongerait dans une dépendance que je refusais. Je me suis préparée à tenir bon. J'ai rassemblé mes papiers, trié mes comptes, imprimé des relevés, noté les dates des virements, des appels, des visites. J'ai mis tout cela dans une chemise bleu marine. Chaque feuille était une preuve de la vie que j'avais menée, et maintenant de la nécessité de la protéger. J'ai photographié la robe rose. J'ai noté la liste des cadeaux et des prêts, ceux qui n'avaient jamais été remboursés. J'écrivais comme si je m'adressais à un tribunal de vérité. Ce n'était pas pour corrompre quelqu'un, mais pour nommer ce qui avait été fait. La colonne des chiffres, quand elle se précisa, m'a mis en état d'alerte. Plus de 33 000 $, des virements réguliers. Des paiements pour des meubles, des soins, des avances. Un mois, j'avais payé une partie du loyer d'un appartement que j'avais cru être leur projet commun. Un autre mois, j'avais couvert une caution que j'avais appelée « ma contribution ». Ces mots, aujourd'hui, sonnaient comme des bulletins de compte, mais ils portaient le poids d'un amour mal négocié. Ils n'ont cependant pas attendu longtemps avant de réagir. 3 jours après que j'ai commencé à rassembler mes preuves, j'ai reçu un message tranchant. « Nous avons des inquiétudes et souhaitons parler de votre santé. » Cela venait d'un numéro inconnu. C'était une façon de rappeler que la lutte qui s'annonçait ne serait pas seulement administrative, elle se jouerait dans les regards, dans les hypothèses. On allait questionner non seulement ce que j'avais fait, mais aussi qui j'étais. Et c'est ici que s'arrête ce moment précis de l'histoire. Je me tenais avec mes dossiers, la robe rose dans le placard, la porte qui avait été légèrement ouverte pour laisser partir des gens qui ne m'avaient pas fait entrer. La suite allait exiger des témoins, des examens, des décisions qui ne me concernaient pas seulement. Elles concernaient ma liberté de choisir. J'ai senti, pour la première fois depuis longtemps, la brûlure solide d'une détermination calme. Je me préparais à affronter une procédure dont je connaissais peu les contours, mais dont l'objectif m'était clair. Garder ma dignité intacte et vivre selon mes choix. Rester jusqu'au bout pour entendre comment j'ai transformé cette colère en stratégie et ce que cela m'a coûté et m'a rendu. Le lendemain matin, je me suis rendue au cabinet de M. Weber avec la chemise bleu marine sous le bras. Il m'attendait dans son bureau, les dossiers empilés comme autant de petites tours prêtes à être ébranlées. Il n'a pas souri, il n'en avait pas besoin. Ses mots étaient clairs, sans promesse et sans pitié pour la légende selon laquelle une bataille se gagne en un seul geste. Nous allons rassembler ce que vous avez. Témoins, relevés, dates.
Nous allons demander une expertise, et nous allons préparer votre témoignage. » J'ai hoché la tête. Sa voix tranchait l'émotion en gestes pratiques. C'était exactement ce que je demandais, du concret. La première étape a été de contacter ceux qui, souvent malgré eux, avaient été témoins. Eleanor est venue plus vite que je ne l'aurais cru, avec un sac de courses et un pressing anecdote. Cynthia est arrivée avec une enveloppe de reçus et plusieurs pages de messages qu'elle avait gardées parce qu'elle ne savait jamais. Ma voisine du 3e, une certaine Martha, s'est proposée pour décrire les allées et venues qu'elle avait remarquées. Ce qui m'a surprise, c'est la générosité presque mécanique de ses petites mains prêtes à écrire, à témoigner, sans éclat ni revanche. Elle savait simplement que parfois, une personne a besoin d'être reconnue. Monsieur Weber a demandé que j'écrive mon propre récit, non comme une confession, mais comme une chronologie pratique. J'ai noté les dates approximatives des virements, les raisons que j'avais invoquées, pour le canapé, pour la caution, et j'ai imprimé tout ce que la banque a pu me fournir, relevés, copies de virements, historique de cartes. Voir ces pages empilées donnait une forme presque physique à l'injustice. C'était comme si le papier, pour la première fois, me rendait la voix que l'on me refusait. Puis est venue l'étape qui me terrifiait le plus, l'évaluation de ma capacité mentale. On me l'avait pointée comme s'il s'agissait d'un obstacle inévitable. L'idée de quelqu'un examinant mes souvenirs, scrutant mes réponses pour y déceler une faiblesse, me mettait en colère et me rendait vulnérable à la fois. Pourtant, c'était nécessaire. Monsieur Weber m'a expliqué que la meilleure défense contre l'accusation d'inaptitude était la transparence. « Montrez que vous êtes capable de comprendre et de décider », m'a-t-il dit. J'ai vu dans cette phrase la possibilité que ma tête et mon cœur soient vus pour ce qu'ils étaient. Le jour de l'examen, le cabinet du docteur Lehmann était lumineux, plein de plantes et de livres. Il était calme, posé, mais curieux. Il posait des questions qui sortaient de nulle part, comme celle-ci. « Quel est le dernier livre que vous avez lu en entier ?» Je devais parler de petites choses pour prouver l'ordinaire de ma vie, la recette que je faisais encore, la date du marché local, le nom de la voisine qui gardait mes clés. C'était humiliant, et pourtant je sentais une force étrange en répondant. Les réponses sortaient nettes. Je n'ai pas inventé, j'ai raconté. Quand il m'a demandé pourquoi j'avais arrêté les virements, j'ai répondu simplement « parce que je me suis rendu compte que ma liberté partait avec l'argent ». Il a noté, a posé quelques tests, a demandé des exemples concrets, a repéré mes choix quotidiens. À la fin, il m'a dit qu'il verrait clair dans mes capacités et qu'il rédigerait un rapport objectif. J'ai eu le soulagement discret d'une vérité médicale à mon côté. Pendant ces semaines, Lena a continué à jouer la comédie du naturel. Parfois, elle apparaissait comme par hasard devant ma porte, le sourire calculé, l'air de quelqu'un qui s'inquiète. D'autres fois, elle laissait des messages ambivalents, mi-affectueux, mi-pressants. Mon fils, quant à lui, était plus difficile à lire. Il oscillait entre la maladresse d'un fils qui ne veut pas perdre une famille et la satisfaction d'un homme qui, parfois, se sent coincé entre ses choix. Je n'ai pas voulu brûler ce lien. Je l'ai tenu comme un fil fragile, sans le couper, mais sans le laisser me tirer. La tension a monté lorsque j'ai su qu'il préparait quelque chose de plus formel. Une lettre est arrivée, sobre, par huissier. Ils avaient demandé officiellement une révision de ma situation. La formulation était polie, mais sans équivoque. Préoccupation pour la capacité de madame à gérer ses affaires. Lire ces mots sur du papier neutre m'a donné l'image d'un tribunal invisible qui se préparait à juger non mes actes, mais mon existence. J'ai senti la dentelle de la procédure se refermer lentement. La convocation pour l'audience a été un moment de vertige. J'ai pensé à tout ce que j'allais devoir dire en public. À l'idée de m'exposer, j'ai ressenti le vieil instinct que j'avais appris dans ma jeunesse. Mieux vaut s'effacer pour ne pas être blessé. Mais cette fois, effacer voulait dire perdre tout. J'ai choisi de me tenir debout. Les préparatifs de l'audience étaient méticuleux. Monsieur Weber a répété avec moi, non pas pour m'enseigner ce que je devais dire, il refusait de transformer mon témoignage en une réplique d'acteur, mais pour m'aider à dire vrai, simplement, sans me laisser distraire par les petites manœuvres de l'autre camp. Il m'a demandé de parler des dates, des chiffres, de ce que j'avais ressenti. Il m'a rappelé de respirer, de regarder la personne qui me posait la question, de ne pas laisser ma colère devenir un tumulte qui détourne l'attention. Le jour J, je suis entrée dans la salle d'audience en sentant mon cœur danser dans ma poitrine comme un oiseau qu'on a réveillé. L'odeur du vieux bois et du papier, les bancs, la lumière qui filtrait par les vitres, tout cela me donnait l'impression d'une scène plus grande que ma petite vie. Les bancs étaient occupés et la salle n'était pas vide de compassion. Eleanor, Cynthia, Martha, la pharmacienne, quelques visages du club de jardinage étaient là. Leur présence était comme une armée de petites pierres jetées pour assombrir la prétention de ceux qui prétendaient me protéger. L'avocat adverse a ouvert la séance avec une voix polie. Il a décrit avec sobriété des inquiétudes, des anomalies.
Sa robe était taillée pour la persuasion, ses mots pour la présomption. Puis, il a tenté d'évoquer des incidents, un oubli de rendez-vous, une erreur de paiement, des détails présentés comme des indices d'un déclin possible. Tout était fidèle à la tactique, semer un doute, puis le laisser germer. Il présentait aussi un psychiatre consulté par eux, un médecin qui dans son rapport parlait de fluctuations, mais sans trace d'une inaptitude majeure. Sa voix sonnait experte et il a su dire ce que certains voulaient entendre. Puis ce fut mon tour. Monsieur Weber m'a regardé avec une expression qui mélangeait fierté et préoccupation. Il m'a demandé de raconter, de décrire pourquoi j'avais arrêté les virements et ce que j'avais fait ensuite. J'ai parlé lentement, en mettant devant la salle les fragments de papier que j'avais rassemblés, les relevés, les photos, les reçus. J'ai expliqué les raisons, non pas par rancœur, mais parce que j'avais réalisé que ma liberté partait avec l'argent que je laissais partir sans question. J'ai cité des chiffres, oui, ce nombre qui me hantait, mais j'ai surtout parlé d'instants. La robe que j'attendais, le canapé que j'avais payé, la façon dont on avait choisi de me faire sentir invisible le jour de leur mariage. Ceux qui m'écoutaient ont entendu autre chose qu'un récit de conte. Ils ont entendu une femme raconter comment elle s'était vue effacée d'un événement intime, comment ses justes d'amour avaient été transformés en monnaie d'échange. J'ai parlé de la honte, du réveil et de la nécessité de protéger ce qui restait. J'ai décrit la lettre laissée sous ma porte, la visite de l'homme à la mallette, la proposition d'unilatéralité. J'ai parlé des personnes qui avaient accepté de témoigner et j'ai nommé Éléonore et Cynthia. J'ai senti que chaque mot posait une pierre contre l'idée qu'on pouvait me traiter comme quelqu'un d'inapte à décider. Les témoins de la défense ont tenté de peindre un tableau différent. On a parlé de petites erreurs, de rendez-vous oubliés, de choses que la vieillesse rendrait confuses. Ils parlaient comme on raconte une histoire banale pour que le grand public l'accepte. Mais la vérité est plus têtue que la narration qu'on veut imposer. Les voisins ont décrit des colis livrés au nom du couple. La pharmacienne m'a confirmé les remises de médicaments sous forme d'assistance. L'ami du club a lu des messages dans lesquels on me remerciait pour des paiements conséquents. Petit à petit, la mosaïque que j'avais patiemment assemblée avec M. Weber se présentait devant le juge. Le moment le plus dur a été l'intervention du psychiatre que le camp adverse avait amené. Sa voix était posée. Il parlait de vulnérabilité. Je pouvais entendre dans les murmures la tentative de transformer empathie en contrôle. Mais ensuite, le docteur Lehmann est monté à la barre. Il n'était pas théâtral. Il était précis. Il a expliqué, dans des termes clairs, que mes réponses montraient une capacité suffisante à comprendre mes décisions et à les prendre. Il n'a pas déployé d'éloquence. Il a posé des faits. Il a expliqué que des oublis de détails ne suffisent pas à prouver une incapacité globale, que l'autonomie se mesure aussi à une volonté éclairée. Quand il a terminé, j'ai senti un poids se soulever, pas complètement, mais doucement. Ce qui a vraiment pesé, au-delà des rapports médicaux, ce sont les voix amies. Éléonore a dit, avec son anglais à l'accent du village, que j'étais toujours celle qui donnait des cours de peinture, que j'organisais les récoltes du jardin communal, que je me souvenais des anniversaires. Cynthia a parlé des messages qu'elle avait gardés. La pharmacienne a décrit les livres de comptes où elle avait vu des prescriptions et des paquets. Marthe du 3e étage a témoigné des allées et venues. Ces petites voix, simples, ont construit un tableau vivant et ordinaire de ce que j'étais encore capable d'être. Quand j'ai répondu aux questions du juge, j'ai senti une honnêteté froide en moi. On m'a demandé si j'étais consciente des sommes dépensées et si ces virements étaient volontaires. J'ai dit la vérité. J'étais consciente. Souvent j'avais consenti 20 gestes d'amour, mais on m'avait présenté des choix de manière à ce que l'habitude remplace la décision. J'ai dit aussi que je n'avais plus l'intention de céder ma liberté et que je préférais discuter que me voir enchaînée à une tutelle qui ne serait pas nécessaire. J'ai senti les regards glisser, certains avec sympathie, d'autres avec scepticisme. Mais parler m'avait rendue plus légère. Le réquisitoire de l'avocat adverse a cherché à recoller les fils d'un doute, montrer des oublis, exagérer des faiblesses. Mais la défense a démonté les pièces, les relevés bancaires contredisant l'idée d'un contrôle total, les témoignages concordants décrivant des demandes répétées et non des obligations imposées, l'évaluation du docteur Lehmann attestant d'une capacité à prendre des décisions. À la fin, le juge s'est retiré pour délibérer. J'ai senti que mon sort ne dépendait pas seulement d'un acte juridique, mais d'une reconnaissance collective, la reconnaissance que l'on n'enlève pas un droit à quelqu'un sans une preuve claire et non manipulée. Quand la décision est tombée, j'ai reçu un mélange de soulagement et de fatigue. Le juge a rejeté la demande de mise sous tutelle. Sa formulation a été professionnelle, sans clinquant.
il a estimé que les éléments présentés par les demandeurs ne suffisaient pas à établir une incapacité de gérer mes affaires. On m'a laissé libre. Libre. Le mot m'a résonné comme une cloche. Autour de moi, Eleanor a essuyé discrètement ses larmes. Cynthia sourit d'un relief presque incrédule. Monsieur Weber n'a pas fait de grands gestes. Il a simplement posé sa main sur la mienne, en silence. Le soulagement n'était pas triomphant. Il était la poussière que l'on secoue enfin d'un vêtement trop longtemps porté. La victoire n'a pas effacé les cicatrices. Ce que j'ai fait après la salle d'audience l'illustre mieux que de grandes proclamations. J'ai changé les serrures de ma porte. J'ai installé un petit coffre dans lequel j'ai rangé mes papiers importants. J'ai fait des copies de tout et en ai confié une à Eleanor et une à Cynthia. On m'a conseillé de prévenir mon notaire et de revoir certains documents pour les rendre plus clairs. J'ai fait ces choses avec une main qui tremblait parfois, mais avec une détermination nette. Ce n'était pas de la revanche, c'était de la protection. La relation avec Max est restée compliquée. Il n'y a pas eu de grand affrontement public. Nous avons parlé à voix basse parfois, comme de personnes qui tentent de retrouver un accord après une rupture. Il y a eu des excuses, certaines timides, d'autres plus calculées, mais j'ai senti que certaines blessures ne se réparent pas par des mots. Avec Lena, la distance s'est installée. Peu à peu, j'ai mis des limites claires. Moins d'accès aux informations financières, des visites planifiées, pas d'intrusion dans mes affaires. Ils ont accepté, plus ou moins, parce que la bataille juridique les avait bousculés. Peut-être aussi que le rejet du juge avait affaibli leurs prémices. Quoi qu'il en soit, la maison n'était plus le même terrain de bataille. C'était redevenu ma maison. La reconstruction a pris des formes que je n'aurais pas imaginées. J'ai vendu le canapé que j'avais payé, non par croc-en-jambe, mais parce qu'il me rappelait trop d'efforts qui avaient été perçus comme normaux. J'ai mis la maison en vente quelques mois plus tard, pas pour fuir, mais pour réorganiser ma vie autrement. Vendre la maison a été un acte symbolique puissant, laisser partir un lieu qui, malgré son confort, contenait des traces de l'effacement. Avec l'argent, j'ai remboursé quelques dettes, j'ai mis de côté une somme pour des imprévus, et surtout, j'ai pris un billet pour partir un moment. Mon premier voyage seul a été quelque chose que je n'avais pas osé imaginer avant. J'ai pris un train pour une petite ville côtière où j'ai passé des journées à peindre, à marcher sur la plage et à écouter des chants d'oiseaux. J'ai pris un cours de poterie, riant face à la maladresse de mes mains avec l'argile. J'ai rencontré d'autres voyageurs, certaines femmes qui, comme moi, avaient des histoires lourdes, mais trouvaient dans la mer une sorte de démocratie réparatrice. La mer ne juge pas, elle accepte et transforme. Ces semaines m'ont appris que ma vie n'était pas seulement une succession de comptes et de calculs, mais un tissu dont je pouvais encore choisir les couleurs. De retour, j'ai acheté un petit atelier lumineux. J'ai commencé à peindre plus sérieusement, à vendre quelques toiles, à donner une petite partie de ces recettes à une association locale qui lutte contre l'abus financier envers les personnes âgées. Ce geste était pour moi une manière de transformer ce que j'avais vécu en soutien pour d'autres. Je ne cherchais pas à universaliser ma victoire, je voulais simplement que mon expérience serve à rendre visible un problème trop souvent caché. Les amitiés ont été une des plus belles réparations. Avec Eleanor, nous avons organisé un groupe de lecture et de marche. Cynthia a initié des dîners où l'on parlait de tout, sauf des affaires. Parfois Max passait, apostrophe courte, tentant une normalité qui sonnait parfois sincère, parfois intéressée. Je l'ai accueilli quand je l'ai souhaité, sans me sentir obligée. Apprendre à dire non est devenu un art plus doux que je ne le pensais. Dire non a mis de la place pour des oui plus vrais. Il y a eu aussi des gestes plus légers. J'ai offert ma robe rose à une jeune femme du quartier qui se mariait modestement et qui m'a regardée comme si je lui donnais autre chose qu'un vêtement. Elle m'a serré fort et m'a dit qu'elle voulait que la robe vive une autre histoire. J'ai accepté. La robe s'en est allée en dansant dans une nouvelle fête. Et pour la première fois, je n'ai pas senti une perte. J'ai senti une transmission. J'ai fait don d'une partie de ce que j'avais économisé pour un fonds d'aide aux personnes âgées locales. Ces actes n'effaçaient pas le passé, mais ils redéfinissaient ma présence dans le monde. La colère, qui avait été mon moteur initial, a évolué. Elle n'a pas disparu, et je ne veux pas qu'on pense que la colère est mauvaise. Sans elle, je serais restée silencieuse. Mais la colère s'est transformée en une façon de protéger et de choisir. Elle est devenue le carburant d'actions concrètes. Changer les serrures, rassembler des témoins, quitter des situations toxiques. Elle est devenue aussi une prudence qui me protège des illusions de générosité intéressée. Je continue à vivre avec mes imperfections. Il y a des moments où la nostalgie me serre la gorge. Quand je passe devant le magasin de meubles où j'avais choisi le canapé, je sens une pointe. Mais maintenant, je peux sourire de cette trace. Elle me rappelle que l'amour, dans sa plus noble forme, ne demande pas de facture en retour. L'amour ne doit pas être compté en virement. J'ai appris, douloureusement, que la monnaie peut masquer des failles du cœur, et j'ai appris à refuser que ma dignité soit mesurée en chiffres. Si je devais donner une seule chose à retenir de mon histoire, ce serait ceci. Il y a une différence entre aider et s'effacer. Aider, c'est tendre la main en gardant sa propre frontière. S'effacer, c'est laisser son droit de décider au profit d'une tranquillité illusoire. J'ai payé ma leçon, mais j'ai repris la main.
Je ne vous dis pas que chaque cas finira comme le mien. Les tribunaux sont des lieux de complexité, et les situations familiales sont tissées de fils que l'on ne voit pas toujours. Ce que je partage, c'est une trajectoire possible. S'informer, s'entourer, garder sa voix, et surtout, ne pas s'excuser d'exister. Aujourd'hui, je me lève avec le soleil qui traverse les rideaux, et je ne sens plus le poids d'une culpabilité inventée. Je peins, je plante, je ris au dîner improvisé. J'écris ces lignes avec la certitude qu'une vie qui a connu l'injustice peut devenir la matière d'un autre sens. Liberté retrouvée, amitié renforcée, gestes donnés pour ceux qui n'ont pas encore trouvé leur voie.